Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour ce 15e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. Un riche numéro aujourd'hui puisque nous allons évoquer 5 séries assez différentes, même si plusieurs passerelles peuvent être faites entre elles sur la question du territoire par exemple dans Sambre et True Detective, sur la question de l'histoire, Sambre à nouveau et The Crown, et sur l'exploration des rapports de genre et de la violence faite aux femmes qui traversent toutes les séries. On va aussi évoquer la police et puis un peu d'espionnage. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir 2 saisonniers et saisonnières habituels. Benjamin Faux, membre de la rédaction de Saison, responsable de la rubrique livre sur saison.media et auteur avec Niels C. Hall de l'incontournable dictionnaire des séries télévisées. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et Audrey Fournier, journaliste et critique série ciné au journal Le Monde. Bonjour Audrey. Bonjour Emmanuel, bonjour Benjamin. Première série qui a été diffusée il y a quelques semaines, mais Intersaison ne pouvait pas passer à côté d'une série aussi populaire, c'est The Crown, 6e saison sur Netflix, avec toujours à la manœuvre Peter Morgan et dans le rôle de la reine Elisabeth II, Imelda Staunton. Saison plutôt crépusculaire, puisque entre la saison 5 et la saison 6, la vraie reine Elisabeth est décédée à l'âge de 96 ans et qu'il fallait intégrer métaphoriquement cette fin de règne et marquer aussi la fin de la série tout entière. Alors Audrey, on peut distinguer 2 parties, disons, dans cette saison, l'une sur les derniers jours de la princesse Diana et l'autre sur la rencontre entre le prince William et Kate Middleton. Et sur Diana, il y avait un vrai défi qui était d'intéresser les spectateurs à, au fond, des événements qui, à l'époque, ont été très très suivis, très médiatisés, donc finalement assez connus, en tout cas voilà, pour plusieurs générations. Est-ce que ce défi de l'intérêt sur la partie Diana et Dodi Al-Fayed, est-ce que ce défi a été relevé ? Malheureusement, pas du tout. Je crois qu'on a tous été très déçus par cette première partie de saison. C'était les 4 premiers épisodes de cette dernière saison qui étaient consacrés intégralement à la mort de Diana et à ses conséquences. On le sentait venir déjà dans la saison précédente, qui commençait pas à tâtonner, mais en tout cas, il y avait un changement de ton, un changement de rythme, un changement de casting qui n'était pas évident aussi, avec le prince Charles, interprété par Dominic West, qui fait de son mieux, mais il y a quand même un petit problème d'adéquation avec le personnage. Au contraire, Elisabeth Debicki, dans le rôle de Diana, qui est beaucoup plus dans le mimétisme, même dans une façon de singer vraiment à l'identique la personnalité, les mimiques de Diana. Donc on sentait que la série allait potentiellement se prendre un mur assez violent avec cet épisode-là. La surprise, c'est de voir à quel point elle se l'est pris. Il y a une construction qui n'est pas inintéressante dans ces 4 premiers épisodes, qui consiste à extraire la matière de ce que va raconter The Crown des magazines People qui ont scandé les derniers mois de Lady Diana. Donc, c'est-à-dire qu'on la voit sur son yacht pendant son dernier été. On la voit tenter d'échapper aux paparazzi. On la voit séduite petit à petit, d'abord par le père de Dodi Al-Fayed et ensuite par Dodi Al-Fayed lui-même. La série comble des creux, des blancs. Elle comble des choses qu'on ne savait pas vraiment, à part à travers la presse people de l'époque. Donc, il y a une espèce d'idylle inventée comme ça, qui est assez romantique, mais qui n'a aucune base réelle. On ne sait absolument pas sur quoi Peter Morgan s'est appuyé pour la dessiner. En même temps, c'est ce qui fait aussi le charme de la série, donc pourquoi pas. Mais on voit beaucoup Lady Di s'enfuir, rentrer dans des bijouteries pour se cacher, baisser les yeux, souffrir de cette pression qui est mise sur elle par les fans. On sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne, mais ça échoue complètement à nous la rendre sympathique ou même intéressante, c'est-à-dire qu'il y a un creux total dans la personnalité de Diana et de l'actrice qui l'interprète. Elle ne sait absolument pas quoi jouer, à part cette espèce d'immense vide intérieur. Ça pourrait être fascinant, je trouve ça très très empesé et très empreint d'une gravité qui est surjouée. Surtout qu'au moment où la mort de la princesse arrive, alors en plus l'accident est, je trouve, très très mal représenté. Donc ça se passe à Paris, on sent que les répliques en français sont hésitantes. Toute la partie à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière,
En français, c'est mal joué. Quand il s'agit d'annoncer la mort de Lady Di, ça se fait en silence. Hein, il y a pas de dialogue, ça se fait sur de la musique, comme si les showrunners, enfin les scénaristes n'avaient pas réussi à trouver les mots en fait pour exprimer ça. Et ensuite, il y a une espèce de plongée dans le délire collectif qu'a été la mort de Diana Spencer, pour nous qui nous en souvenons quand même un petit peu. Et il n'y a absolument aucun recul par rapport à ce délire collectif. C'est-à-dire que la série l'embrasse, plonge dedans, il plonge dans les nounours, dans les fleurs, dans les petits mots laissés devant Buckingham Palace avec une espèce de complaisance que moi je ne comprends absolument pas. Et rien n'est extrait de tout ça, et la seule chose qu'on voit, c'est une reine qui est complètement figée par ça, qui ne sait absolument pas quoi réagir, et le fantôme de Lady Diana qui vient lui susurrer d'être proche du peuple, et donc de comprendre ce que sa mort représente. Je trouve ça complètement inintéressant. C'est pas bien mis en scène, alors que le reste de la saison, après, qui va beaucoup plus s'intéresser à William, et à ce que la monarchie va devenir dans les dernières années de la reine Elisabeth et ce qu'elle va devenir après elle, ça est beaucoup plus intéressant, et notamment dans ces derniers épisodes, on voit vraiment Imelda Staunton qui prend la mesure du costume d'Elisabeth, et je trouve que c'est elle qui donne un surplus d'intérêt à ces derniers épisodes qui, moi, m'ont complètement laissé à côté de la plaque. Oui, j'ai trouvé que le jeu d'Imelda Staunton était monté en puissance vraiment dans cette dernière saison, alors que je l'ai trouvé un petit peu à côté. Donc effectivement, pas de contrepoint à la mort de Diana. Et alors, Audrey, sans vouloir relancer la lutte des classes, ce qu'on peut ressentir aussi sur la première partie de la saison, c'est la noblesse anglaise, ou en tout cas Diana s'ennuie. Mais alors, quand on s'ennuie, là, c'est dans des yachts et dans des paysages magnifiques et dans des bijouteries à Monaco. Et moi, je me suis dit que ça jouait aussi d'une distance, parce que l'empathie est quand même difficile avec ce type de groupe social, quoi. Oui, évidemment. Et ça, je dirais que ça faisait partie de la série dès le début. Hein. On a beaucoup reproché à The Crown un petit peu la même chose qu'on a reproché à Game of Thrones, c'est-à-dire que le petit peuple, entre guillemets, en est complètement absent. Sauf quand la série fait ce qu'elle fait très très bien, c'est-à-dire quand elle fait rentrer la petite histoire des Anglais dans l'histoire de la monarchie. Là, de plus en plus, on sent bien qu'au fil des saisons, c'est un procédé narratif qui s'étiole, là, qui n'a plus vraiment de pertinence. Je trouve que la série hyper énormément. Et en même temps, ça montre petit à petit la dichotomie, l'éloignement entre la monarchie britannique et puis ce que le pays est en train de devenir. Oui, il y a même quelques épisodes où il y a des sondages qui montrent que la famille royale s'est éloignée, qu'on voudrait qu'ils payent leurs propres dettes, ou qu'en tout cas ils participent de la vie financière du pays. Benjamin, même impression. Est-ce que c'était peut-être une première partie de saison trop, et même la deuxième d'ailleurs, qu'on n'a pas encore complètement évoquée, mais trop people finalement? Peter Morgan n'a pas réussi à s'éloigner de la chronique people des rois et des reines qu'on suit, malgré nous d'ailleurs, très régulièrement. Alors, je pense que je vais être à la fois plus dur encore qu'Audrey, mais aussi un peu plus gentil avec la série. Pour commencer, je n'ai pas réussi à finir la saison. Bon. Voilà, elle m'est tombée des yeux. Donc je ne sais pas vraiment comment elle a réussi à se sortir de la toute fin de saison avec Harry William qui a été tout ça. Je me suis arrêté avant. Je crois que Lady Di m'a achevé. Mais je voudrais quand même signaler que The Crown, dans son ensemble, est une très bonne série, que ça reste une série qui est phare pour Netflix et qu'elle le mérite, et qu'il y a une qualité d'écriture, d'interprétation, de reconstitution qui est excellente d'un bout à l'autre. Mais n'empêche, j'ai pas réussi à finir. Alors, je me suis un peu demandé pourquoi, et pour moi, enfin, Audrey en a parlé un peu, mais pour moi, c'est vraiment ça. The Crown, c'est une série qui cherche à nous faire voir dans les coulisses, c'est-à-dire qui cherche à nous faire passer derrière les portes, à des endroits, à nous faire entendre des choses qu'on n'est pas censé entendre. Et on a cette curiosité, enfin en tout cas moi j'ai cette curiosité quand je me sens impliqué dans le destin des personnes que je vois. Et du coup j'ai envie de savoir ce qui se passe pour eux dans telle ou telle situation que j'ai vue de l'extérieur. J'ai envie d'aller plus loin, en fait. Et dans tout le temps de The Crown, où le destin de la famille royale est mêlé au destin du monde, au destin du peuple, ça fonctionne sur moi.
C'est-à-dire, tant qu'il y a une relation quand même si effectivement, alors ça reste toujours très distancé, et il y a déjà une dimension people depuis le début, parce que c'est la règle du jeu, tant que je me reconnais, tant que je reconnais les enjeux qui sont les miens, qui sont les enjeux de la population, qui sont liés aux enjeux de la famille royale, c'est-à-dire que effectivement, quand il y a comment gérer une guerre, comment gérer les avancées sociales, comment gérer les transformations de la société. Enfin, en fait, voilà, il y a un épisode merveilleux où, je ne sais plus dans quelle saison, mais une personne s'introduit dans la chambre de la reine. Et évidemment, dans la réalité, on ne sait pas ce qui s'est dit entre eux. On n'a aucune chance de savoir. Mais la série en profite pour justement faire un dialogue entre la reine et sa population. Et la société. Voilà. La reine et la société. Et ça, ce sont des épisodes qui sont très réussis. Alors, à partir du moment où l'Angleterre, peut-être, l'Angleterre en général a moins d'importance aussi au niveau géopolitique, historique, au niveau où le gouvernement et la famille royale subissent plus qu'ils n'agissent dans la vie sociale et politique, et ben ça devient moins intéressant, ça se resserre sur des bruits de couloir, vraiment de la stricte vie privée, parce qu'après tout, alors ils font beaucoup d'efforts effectivement pour montrer comment Lady Diana s'est investie et a réussi à investir un rôle de représentante en militant contre les mines antipersonnelles. Exactement, c'était les mines antipersonnelles, etc. Donc c'est un autre rôle. Elle a tenté de changer effectivement le rôle de représentation de la famille royale. Mais à partir de là, j'ai l'impression que les personnages qu'on regarde n'ont plus d'impact sur la grande histoire, n'ont plus d'impact sur ma vie de spectateur, et on est dans la chronique people pure et simple. Et du coup, je n'arrive plus à m'y intéresser. Voilà. Alors, par contre, il y a une certaine beauté, effectivement, à ce que The Crown soit une série qui couvre l'intégralité du règne d'Élisabeth et qui montre vraiment aussi l'évolution de l'exercice du pouvoir sur l'ensemble de la série. Mais la dernière saison, pour moi, elle m'a laissé sur le côté. Et puis saison assez dépolitisée aussi, puisque l'événement de cette période-là, c'est quand même l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir de Tony Blair et des progressistes. Bon, il y a un épisode, on va dire un épisode et demi, mais il y a un épisode qui met en scène Tony Blair de manière un petit peu où il est un petit peu ridiculisé parce qu'il finalement il rate un peu un discours et donc c'est la monarchie qui l'emporte. Bon, là aussi, je sais pas Audrey ou Benjamin, mais la série avait toujours eu un contenu très politique et puis là il a un peu disparu. Benjamin peut-être. Non, pour moi effectivement, ce n'est pas traité du tout. Peut-être est-ce que c'est trop près de nous et qu'on n'a pas encore le recul pour le traiter. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, effectivement, la série passe totalement à côté des enjeux politiques de l'époque. Audrey ? Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être Peter Morgan se sent pas vraiment à l'aise avec ce matériau, vous savez, de l'histoire récente? C'est possible, hein, c'est une explication probable. Effectivement, au fur et à mesure que les éléments se rapprochent de nous, que les événements, pardon, se rapprochent de nous, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça, on le sentait déjà aussi dans la saison précédente. Et puis aussi, moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette reine, quand même, elle a eu une vie très longue et ça fait longtemps qu'elle est âgée. Oui. Ça fait longtemps. Donc, comment est-ce qu'on filme le troisième âge d'une reine, voire le quatrième âge d'une reine? Donc, forcément, une reine qui est toujours sémillante et très en prise avec ce qui se passe autour d'elle, mais qui est quand même une personne qui vieillit, qui délègue probablement de plus en plus de choses. Et en plus, comme son rôle a été probablement très gonflé dans les saisons précédentes, hein, c'est évident que la reine d'Angleterre n'a jamais eu le rôle dans les affaires courantes du pays, tel que la série a pu le montrer. C'est tout à fait normal. C'est un rôle qui a été gonflé quand même pour des raisons de dramaturgie dans pas mal d'épisodes. Là, ça devient un petit peu plus difficile à faire, je pense.
Sur la deuxième partie de la saison, donc plutôt consacrée voilà aux enfants, c'est-à-dire à la nouvelle ou à la prochaine génération qui va régner, en tout cas William. Moi, j'y suis allé un petit peu à reculons en me disant ça va être une bluette. Et puis finalement, je sais pas, il y a quelque chose d'attachant qui est lié à la manière dont l'histoire est racontée ou aux acteurs. Et Audrey, je crois que c'était aussi ta perspective sur cette deuxième partie de saison. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai été un petit peu frustrée parce que je pensais vraiment que la saison allait se terminer sur eux, hein, sur William et Kate. Et ça aurait pas été du tout une mauvaise idée d'ailleurs, parce que c'est à ce moment-là que vraiment la monarchie raccroche les wagons avec son époque. Hein, et met en scène un couple de royals qui semble en tout cas beaucoup plus correspondre à ce qu'on attend de cette fonction-là au début des années 2010. Et finalement, non, sans vouloir spoiler, la série, surtout pour Benjamin qui ne l'a pas vue, la série va se terminer de façon beaucoup, beaucoup plus classique, avec un retour de la reine sur la femme qu'elle fut dans les saisons précédentes. C'est un petit peu plus pontifiant que ça, c'est un petit peu moins tourné vers l'avenir, beaucoup plus vers le passé. Mais ce couple est très bien trouvé. Les acteurs qui étaient absolument inconnus, je crois qu'ils n'avaient rien fait l'un et l'autre avant. Bien évidemment, leur nom m'échappe totalement, mais en tout cas, ils ont été très remarqués à l'occasion de cette saison-là. Je trouve que le prince William, en tout cas l'acteur qui l'interprète, montre bien vraiment le maintien qu'il faut pour s'imposer comme un futur roi et montre comment William s'en est saisi par rapport à Harry qui, la série montre déjà qu'il a beaucoup plus de mal avec cette hérédité-là et avec ce rôle de frère cadet. Et pareil pour Kate Middleton, ils ont trouvé une jeune fille qui incarne vraiment tout le pétillant de la roturière à l'assaut de cette famille royale et qui a décidé d'en découdre, qui a décidé de s'imposer et de faire souffler un vent un peu plus léger, en tout cas, peut-être comme ce que Diana avait essayé de faire en son temps, et finalement, elle n'a pas tout à fait réussi. Donc, oui, ça, c'est les éléments les plus joyeux, en tout cas, de cette saison-là. Et à mon avis, il y a quand même un problème dans le bornage chronologique de la série, c'est-à-dire qu'elle s'arrête à un moment, elle s'arrête dans un entre-deux. Il aurait peut-être fallu pousser encore quelques années après, peut-être jusqu'à leur mariage, ou s'arrêter plus tôt, je ne sais pas. Là, il y a une espèce de fin comme ça, plof, qui tombe un peu à plat, où bah voilà, il y a le début d'une idylle, et puis bah, Lorraine d'Elisabeth qui va encore continuer pendant quelques années, et la série pourtant choisit de s'arrêter là, peut-être parce qu'elle n'arrive plus à suivre, tout bêtement. Et sur le dernier épisode, alors Audrey, sur tu l'as un peu dévoilé, mais disons l'apparition des doubles de la reine de ces mois du passé, et puis elle marche vers la sortie. C'est filmé de loin, c'est assez pudique. Voilà, moi j'ai été plutôt ému. Je sais pas si j'ai été le seul. Moi, j'ai pas été très émue parce que je trouve que c'est un plan pour le coup extrêmement programmatique et à l'émotion un petit peu facile. Et en tout cas, moi je sais pas, ça trahit plutôt le côté de la série que j'aime pas trop, c'est-à-dire son côté officiel. J'aurais préféré, je pense, quelque chose d'un peu plus intime, une scène un petit peu plus intime pour terminer la série. Après, il y a une intelligence à ce que cette reine qui arrive à un âge avancé se retourne vers la femme qu'elle a été. Je ne trouve pas ça forcément très très bien mise en scène. C'est une scène quasiment muette. Hein. On voit Claire Foy et Olivia Colman, mais il ne se passe rien. Il ne se dit pas grand-chose. Je trouve que les dernières lignes de dialogue sont un petit peu plates aussi. Et là encore, je pense que ce dernier épisode n'est pas du tout à la hauteur de ce que cette série a pu être dans ses saisons précédentes. Bon, The Crown a un peu flotté sur sa dernière saison. Deuxième série, elle aussi diffusée il y a quelques semaines. On voulait absolument en parler parce qu'elle a eu un très très bon accueil public et critique. C'est la série Sambre, donc mini-série diffusée sur France 2, produite notamment par Fédération Entertainment, signée Xavier de Lestrade, Marc Herpoux et Alice Géraud, qui avait fait un livre sur donc le violeur de la Sambre, livre intitulé Sambre, radioscopie d'un fait divers. Parmi les interprètes, mention spéciale pour Alix Poisson et Jonathan Turnbull, que je ne connaissais pas, qui campe le violeur ici, qui s'appelle donc Enzo Salina dans la série. Et j'ai trouvé que les deux, il y a plein d'autres acteurs, y compris Olivier Gourmet. Bon, il y a beaucoup de monde qui passe, mais ces deux-là, qui sont récurrents dans l'ensemble de la saison, jouent avec énormément de maestria. L'action s'étend de 1988 à 2018 et on suit
selon les épisodes, les victimes, le violeur qui lui revient, des magistrats, des policiers plus ou moins volontaires, plus ou moins inspirés pour essayer d'arrêter celui qui a terrorisé toute une région pendant des années. Et puis malgré leur bonne volonté, la série explore quand même des séries de fiascos, c'est-à-dire la non-arrestation ou l'arrestation très tardive, et puis quelque chose autour de la parole des femmes qui n'est absolument pas entendue. Et donc l'écart temporel avec tous les débats que nous avons aujourd'hui peut faire hurler quand on voit la manière dont la toute première déposition du personnage d'Alix Poisson est prise. C'est assez saisissant, l'indifférence et le mépris du policier. Alors Benjamin, en préparant l'émission, tu nous disais Sambre, c'est l'anti d'argent et de sang, qu'on a aussi évoqué dans le précédent numéro d'Intersaison. Pourquoi c'est l'anti d'argent et de sang? C'est le rapport au réel, enfin, ou c'est le rapport à ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas? Pour moi, ouais. Alors pour moi, d'abord, faut juste préciser que Sambre, pour moi, c'est une série d'intérêt public qu'il faut absolument regarder. C'est 6 épisodes qui se regardent d'une traite, et c'est une série fantastique, mais absolument pas divertissante. Elle est dure. Voilà. Elle est extrêmement dure. La volonté, c'est une volonté de documentariste quasiment. La série appuie bien sur le fait que elle se veut avant tout un hommage aux victimes. Et effectivement, le point commun avec d'argent et de sang, dont on parlait dans le dernier épisode de saison, c'est qu'il s'agit d'une enquête criminelle qui a été adaptée, enfin qui a été étudiée en livre sous forme d'enquête journalistique dans un livre, puis fictionnalisée pour la télévision. Et les choix ont été diamétralement opposés. C'est-à-dire que pour Sambre, on a une volonté documentaire, comme je disais, une volonté naturaliste, c'est une chronique, c'est une série chorale, c'est-à-dire que c'est une vraie série chorale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de personnages, à l'exception d'un ou deux peut-être, qui sortent du lot, à part évidemment le criminel qu'on suit d'un bout à l'autre, et peut-être également le personnage d'Olivier Gourmet, c'est ça, hein, il revient 2 fois. Ouais. Il revient 2 fois, il clôture, il fait un peu le bilan, c'est lui qui clôture l'enquête, donc il a un côté un peu, il est un peu plus mis en avant que les autres, mais c'est une série qui est écrite d'humanité, vraiment, et c'est une série chorale qui attaque de front le système de la société et qui ne met pas vraiment en exergue des héros et des malfaiteurs. Et le système qui est mis en cause, c'est le système qui a permis justement la perpétuation des viols. Ce qui est dénoncé dans Sambre, c'est le fait que l'enquête a duré 30 ans. Et pendant ce temps, effectivement, les faits continuaient, se poursuivaient. C'est ça qui est insupportable. Et si ça a permis effectivement comme ça, si ça a mis autant de temps, si ça a échoué aussi longtemps, ce ne sont pas vraiment des échecs. Alors parfois c'est un peu de malchance, mais pas seulement. C'est tout un panel de comportements qui sont totalement intériorisés comme normaux, qui sont effectivement la façon dont la police prend reçoit les victimes et écoute la parole des victimes ou n'écoute pas la parole des victimes justement, et également la façon dont une certaine société patriarcale à l'ancienne considérait les crimes sexuels, ou peut-être considère encore un peu. Et c'est le système qui est vraiment ce système qui est mis en lumière sans démonstration verbale. C'est-à-dire que personne n'explique vraiment que tiens, on est en train de critiquer un système. Non, on le montre. Et alors, voilà, là où je reviens à d'argent et de sang, c'est que d'argent et de sang, effectivement, il y a une dénonciation également, qui est effectivement la criminalité financière. C'est peut-être un peu moins, effectivement, c'est un peu moins dramatique, entre guillemets, même si ça finit dans le sang. Mais la série crée des personnages, des personnages un peu à l'américaine, des personnages les Américains ont l'expression plus grand que la vie. Ouais, bigger than life, ouais. Bigger than life. Et dans d'argent et de sang, on a besoin de ça.
il y a besoin de personnages flamboyants. Il y a besoin d'un enquêteur flamboyant, parce que le personnage de Vincent Lindon, qui est imaginaire, prend sur lui vraiment le personnage d'un enquêteur sacrificiel, donc plein de choses. Enfin, il a vraiment un rôle un rôle héroïque. Et le message est martelé, c'est-à-dire le message il est louable, hein, mais il y a des monologues de Lindon qui expliquent bien que la vraie faute, c'est aux gens qui ont créé l'objet du délit, en fait. La finance. Et Sambre n'a pas besoin de ces explications. On présente et tout le travail se fait dans l'attention du spectateur. Et ça, c'est formidable. Pour moi, c'est un peu une leçon de show don't tell. D'Argent et de sang raconte beaucoup, même si pourtant il y a plein de choses très romanesques. Et Sambre, juste montre, et ça suffit. Ça nous suffit à comprendre. Audrey, tu es entré dans la série plus par sa construction, c'est-à-dire à la fois l'évolution, le passage du temps, et puis la mise en scène d'un certain nombre de corps de métier, qui vont explorer l'enquête ou la reprendre, sans que d'ailleurs ça fonctionne très bien pour l'arrestation du violeur. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que dit Benjamin. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que plutôt que de montrer les violences en train de se faire, de montrer un psychopathe en train d'agir, on va montrer surtout comment la société a permis que ça arrive et a permis que ça continue. C'est effectivement, Benjamin l'a dit, c'est une personne qui a agi sur une période de 30 ans et surtout dans un périmètre extrêmement limité. Donc, il y a vraiment, et avec un mode opératoire très, très similaire, très constant à chaque fois, et avec des dizaines et des dizaines de victimes. Donc, il y a vraiment un problème. Quand on n'arrive pas à attraper quelqu'un qui agit comme ça, c'est qu'il y a vraiment un souci. Donc, plutôt que d'expliquer, et d'ailleurs, la différence avec d'argent et de sang, c'est ce qu'a dit Benjamin aussi, c'est qu'il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas de voix off pour nous raconter en détail comment ça s'est passé, comment ça a commencé, comment il n'y a personne pour nous expliquer les choses au cas où on n'aurait pas compris. La construction de la série en 6 épisodes qui sont articulés chacun autour d'un personnage, elle suffit à faire la démonstration. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est une série qui prend vraiment le contre-pied de tous les true crime. Vous savez qu'on voit en ce moment, c'est vraiment la mode, il n'y a que ça. C'est dès qu'il y a un fait divers, on s'en empare immédiatement et on en fait une série parce que ça marche bien. Et effectivement, je pense que les audiences de Sambre sont ce qu'elles sont aussi parce qu'il y a cette dimension criminelle et que ça intéresse les gens véritablement. Et c'est un intérêt qui est tout à fait louable par ailleurs. Je pense que si les gens sont restés, s'ils sont allés jusqu'au bout, et je sais que le dernier épisode a très bien marché, c'est aussi parce qu'ils avaient l'impression de voir quelque chose d'un peu différent et qu'on leur assénait une recette qu'ils n'avaient pas beaucoup vue. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, ça déjoue les pièges du true crime dans le sens où, oui, il n'y a pas de démonstration de la violence. Les viols, ils sont laissés hors champ. Ce qu'on voit surtout, c'est les conséquences du viol. Parfois les blessures physiques, le choc psychologique, y compris sur le personnage d'Alix Poisson, qui est la victime qu'on va suivre sur 30 ans. Et on voit comment ce viol l'a marqué. On voit aussi les conséquences sur les familles, on voit les conséquences sur la région. C'est une région sinistrée. Il y a un épisode autour d'une mairesse qui est jouée par Noémie Lvovsky et qui voit très bien que cette affaire, elle entache la région, elle empêche des industriels de reprendre des usines. Il ne faut pas qu'on en parle, ça ne fait pas bien, il ne faut pas en parler dans les journaux. Et puis, comme on lui dit, il n'y a pas mort d'homme. Il y a viol de femme, mais il n'y a pas mort d'homme. Et s'il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Et puis, il y a une façon de déjouer le true crime aussi dans la façon de ne pas psychologiser à outrance le violeur. C'est pas un tueur, c'est un violeur. On le connaît dès le début, il est identifié dès le début. Tout le monde connaît Enzo, moi je connais tout le monde, vraiment. Et s'il échappe à la police pendant 30 ans, c'est aussi parce que personne ne veut croire que c'est lui. Il est tellement sympathique, il est tellement affable, c'est un bon père de famille, il travaille à l'usine, tout le monde peut compter sur lui. Il entraîne les gamins au football. C'est pas qu'il ne peut pas l'avoir fait, c'est que personne ne veut croire que c'est lui
qui a fait ça. Et ça va jouer beaucoup aussi dans la dimension de refus collectif, de voir ce qui est en train de se passer sous les yeux des gens. Mais finalement, cet homme-là, on ne va pas lui chercher d'excuses, on ne va pas aller voir. S'il y a un moment à la fin, on sent qu'il y a une répétition quand même d'un schéma de violence dans la famille, on sent bien qu'il y a des racines quelque part, que ça ne vient pas de nulle part non plus, que ce n'est pas une génération spontanée. Mais à aucun moment, on va essayer de justifier quoi que ce soit, de mettre en scène le pouvoir qu'il exerce sur les femmes. Il y a une absence de complaisance totale, je trouve, de la part de Jean-Xavier de Lestrade. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est rare. Et c'est la première fois qu'il réussit une fiction aussi bien qu'il réussit les documentaires. Jusqu'à présent, j'avais trouvé que ses partis pris fictionnels étaient toujours un peu hésitants. J'avais bien aimé Laetitia parce qu'il s'appuyait sur un livre qui était tellement fort, qui était le livre de Jablonka, qui était un matériau très puissant. Ça fonctionnait. En revanche, Jeu d'influence, je trouvais ça beaucoup, beaucoup plus fragile. Et là, il a trouvé une construction, un ton. Je crois qu'il a vraiment trouvé un mode opératoire comme ça, par le biais des institutions et des personnages qui la représentent, qui est extrêmement efficace, en tout cas pour mettre au jour un système, ce qu'on appelle maintenant une violence systémique, quoi. Oui, une violence systémique. Et puis il a trouvé des paysages, enfin le Nord désindustrialisé et qui va très mal. Benjamin, c'est une série policière, mais sur l'échec de la police. C'est-à-dire que quand même, c'est pas la police qui a le beau rôle. Il y a même une démission à la fin d'un personnage qui est le personnage de l'aveugle absolu. Audrey disait personne n'a voulu voir, et ce policier-là qui était même copain avec le violeur. À un moment quelque chose lui tombe dessus et c'est inassumable. Donc c'est aussi une série sur, pour le coup, ça déjoue la série policière habituelle où on se dit l'enquête va aboutir. Ouais, là, ils sont quand même très très loin pendant tous les épisodes. Ils sont très loin, c'est un peu une anti-enquête, parce que effectivement, réussir à rater dans de telles largeurs, c'est assez extraordinaire. Et alors, faut pas oublier que on part du réel, et dans la réalité, il y a énormément de cas qui ne sont pas élucidés. Donc, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ça a duré 30 ans, que ça a pu continuer 30 ans, mais que ça s'est arrêté. On a réussi à l'identifier finalement. C'est ça aussi qui rend l'histoire extraordinaire. Mais et c'est une série, oui, il y a ce personnage qui est un personnage quasiment tragique du policier qui est là depuis le début, donc qui effectivement participe. Alors à la fois, un petit peu en retrait au début, puisque c'est le nouveau au début, et puis il finit par être là jusqu'à la fin de l'enquête, mais qui s'intègre justement au système policier et au système justement de non-écoute des victimes, de rejet quasiment de l'acte, enfin du crime, du refus d'existence du crime quasiment, et qui est peu à peu qui est brutalement à la fin mis devant le fait accompli, qui découvre en un plan, en voyant le criminel arrêté et le personnage d'Olivier Gourmet, du commissaire de la CRPJ, qui s'avance vers lui en souriant, en disant on a fini par l'avoir, avec une totale bonhomie qui contraste totalement avec la détresse du premier policier qui lui vient de comprendre qu'il n'a rien vu pendant 30 ans et qui va porter la faute, parce que il va forcément porter la faute une partie en tout cas de la culpabilité de l'avoir laissé en tout cas dehors. Ce personnage est extrêmement fort, il cristallise beaucoup de choses, mais voilà, c'est une série la force de la série pour moi, c'est une série qui n'oublie personne, surtout. Ni les policiers de bonne volonté, ni les policiers de mauvaise volonté, il y a tout. Ni les victimes, ni les familles des victimes, et qui n'oublie même pas la famille du criminel, parce que ça se finit là-dessus, ça se finit sur une scène bouleversante entre le violeur emprisonné et sa fille qui vient le voir, qui réalise que son père est coupable, enfin par les mots qu'il prononce au parloir, et c'est une des scènes les plus, enfin ça arrache le cœur vraiment cette scène, et c'est la preuve que c'est une série qui tire sa force du fait qu'elle n'a oublié personne et qu'elle elle montre un système en s'appuyant uniquement sur des personnages qui ont tous leur humanité parfaitement dessinée et qui nous touchent à égalité.
Et c'est une série où l'affaire du violeur de la Sambre elle-même devient une cold case dans la série. Et on voit le personnage d'Olivier Gourmet qui, au fond, rouvre une cold case. Voilà, ça, c'est peu fréquent que dans une série policière, il y a à la fois le début et puis le moment où tout s'arrête, et puis la reprise en main par Olivier Gourmet, alors qui est quand même le policier un peu plus chevronné, et qui va être aidé par la police locale. Mais je trouvais ça intéressant. C'est quasiment, c'est le personnage le plus romanesque. C'est celui qui est un peu justement qui fait le bilan. Il rouvre tous les dossiers, il regarde l'ensemble de l'histoire et il comprend quelque chose que les autres n'ont pas compris. Enfin, il réussit quelque chose que les autres n'ont pas réussi. Donc effectivement, c'est le personnage le plus romanesque. Autre cold case à sa manière et autre série True Detective Night Country. On est chez HBO, mini-série policière et anthologique. Cette fois donc sans Nick Pizzolatto, le créateur historique. C'est la réalisatrice mexicaine Issa Lopez qui est à l'écriture et à la réalisation, avec aussi Barry Jenkins comme producteur délégué. L'action se passe dans la longue nuit de l'Alaska et on retrouve un binôme de flics désassortis féminins cette fois, Jodie Foster et l'ancienne boxeuse Kelly Race, qui enquête sur la mort de 8 chercheurs qui travaillent dans une mystérieuse station scientifique que n'aurait pas renié le John Carpenter de The Thing. Et à l'occasion de cette enquête-là, une cold case, une enquête plus ancienne, irrésolue, va aussi se réveiller et venir s'enrouler en quelque sorte dans la toute dernière découverte des corps des chercheurs. Alors Audrey, c'est une série, une mini-série qui marque d'abord, et avec beaucoup de plaisir, en tout cas de mon côté et sans doute du vôtre aussi, le retour de Jodie Foster comme actrice. En tout cas, elle avait jamais complètement disparu, mais elle était plus allée du côté de la réalisation ces 10 dernières années, à la fois de films et de séries. Là, elle revient dans un rôle de policière, comme dans le Silence des agneaux, mais cette fois-ci, c'est plus les femmes qui se sont vues imposer le silence pendant longtemps et qui là reprennent la parole et l'action. Oui, tout à fait. Alors déjà, attention, spoiler, ils sont pas tous morts, les scientifiques. Oui. Et ça fait partie de la truculence du premier épisode, ou en tout cas des premiers épisodes de la saison. Oui, Jodie Foster, elle s'était pas mal éloignée des écrans, et là, elle revient dans un rôle que je trouve extrêmement bien taillé pour elle. Alors, elle l'a beaucoup retaillé, son rôle. Donc, pour refaire un tout petit peu la généalogie, donc Issa Lopez est arrivée sur la franchise True Detective avec un embryon de scénario, et qui a été réintégré ensuite avec les codes de True Detective sous la houlette assez lointaine, je crois, de Nick Pizzolatto, pour faire en sorte que le script qu'elle avait commencé à écrire puisse s'insérer dans la lignée des 3 saisons précédentes. La bonne nouvelle, c'est que alors je dirais pas qu'elle renoue avec l'esprit de la première saison, parce qu'on a quand même des choses et des personnages très différents, mais en tout cas, elle renoue avec l'excellence, avec une forme d'exigence et avec surtout un couple de détectives qui fonctionne aussi bien que Woody Harrelson et Matthew McConaughey dans la première saison. Donc pour moi, c'est la première force de ces épisodes, qui sont pour le reste qui prennent pas mal de distance avec l'esprit des débuts. Alors effectivement, True Detective, c'était une série très masculine à la base, surtout la première saison, très à l'ancienne, avec deux policiers très différents qui forment un duo assez désassorti. Chacun a ses problèmes. Il y en a un qui a une cellule familiale un petit peu dysfonctionnelle, l'autre qui a passé beaucoup trop de temps dans les stupes, qui sait plus trop comment il s'appelle. Et ça se passe dans un territoire qui est très particulier, donc le Bayou de Louisiane, avec des meurtres qui ont une espèce de composante rituelle. Et ça se déroule sur, je crois, quasiment une vingtaine d'années. Donc Night Country va reprendre certains de ces éléments, à savoir un territoire très particulier, puisque là, on est en Alaska, on est même au nord du cercle polaire, et la série a la spécificité de se passer pendant la nuit polaire, c'est quelques semaines pendant lesquelles le soleil ne se lève jamais, donc ça donne des scènes avec une atmosphère très particulière, où c'est l'heure du déjeuner, mais il fait nuit. Les restaurants sont pleins, mais il fait nuit. Ça rend fou tout le monde, et on a l'impression que ça déchaîne aussi des forces qui sont assez mystérieuses. Et quand il y a la disparition de ces scientifiques d'une base,
où on sonde officiellement le permafrost, mais officieusement, les activités sont beaucoup moins recommandables que ça. Quand ces scientifiques disparaissent et qu'ils sont retrouvés à l'état de glaçons au milieu de la toundra, là, il y a quelque chose qui se met en route dans la tête des habitants de cette petite ville. Il y a des forces mystérieuses qui se sont déchaînées et en plus revient le fantôme de cette femme indigène qui a été tuée quelques années plus tôt, qui a été retrouvée torturée dans un état pas possible dans une ruelle de la ville et à qui il manquait sa langue. Eh bien, sa langue réapparaît dans le centre scientifique, comme si tout ce qu'on lui avait empêché de dire à l'époque allait ressurgir. Et donc, la série part de ce matériau-là pour s'intéresser aux violences qui sont faites aux femmes sur ce territoire-là, qui a la particularité d'être un territoire assez déshérité, un territoire où se côtoient des communautés qui ne sont pas forcément amies, donc des communautés indigènes et puis des communautés blanches. Et donc, Jodie Foster incarne cette communauté blanche, elle incarne une flic un peu raciste, qui a un peu trop forcé sur la bouteille, qui a couché avec pas mal d'hommes mariés dans la ville, donc ça lui vaut pas mal d'inimitié. Elle est travaillée par une culpabilité, bien évidemment. Elle a perdu son mari, elle a perdu son fils dans des circonstances assez dramatiques. Et elle est forcée de refaire équipe avec une femme plus jeune, qui est une state trooper, donc plutôt liée à l'armée, qui est l'ancienne boxeuse Kelly Rice, qui n'avait pas vraiment d'expérience de jeu et qui est fantastique. Et les deux se sont connus quelques années plus tôt et partagent un secret qui à la fois les lie et qui en même temps les divise. Et cette réunion de ces deux tempéraments, je trouve, donne des choses très très intéressantes à la série, qui pour le reste, je trouve que l'enquête est quand même pas aussi aboutie que celle de la première saison. Là, on retrouve un peu les tâtonnements de la deuxième et de la troisième, mais les personnages sont intéressants. Tout l'arsenal du film d'horreur qu'apporte Issa Lopez, puisqu'elle a réalisé un film d'horreur au Mexique, tout cet arsenal-là est assez intéressant, même si c'est un petit peu foutraque. Et finalement, je trouve qu'il y a une montée en puissance dans le rythme de la série. Le 5e épisode est particulièrement efficace, extrêmement dynamique, où on retrouve, vous savez, un peu le rythme de la réalisation de Cary Fukunaga. Vous savez que c'est ce truc très, très énergique de la première saison qui avait fait vraiment le sel de la première saison. On en retrouve un peu la substance, mais au service d'un message qui est effectivement beaucoup plus politiquement correct, beaucoup plus contemporain. Et donc, peut-être qu'il y a un tout petit peu moins de puissance. Oui, il y a une espèce de surmoi sur la place des indigènes, toujours dominée, et puis les mines qui sont utilisées par des gens peu sympathiques. Benjamin, sur les connexions ou les déconnexions, les ressemblances et les différences avec la toute première saison, il y a des choses. Audrey a déjà évoqué un peu ce qui ressemblait et ce qui différenciait. Est-ce que tu avais aussi des éléments là-dessus? Oui, alors déjà, il faut se rappeler de ce que la première saison de True Detective avait été à l'époque. Ça avait été vraiment un coup de tonnerre, ça, vraiment une montée en puissance de la série policière qui sortait de nulle part, où on n'avait jamais vu ça, autant dans les thématiques, dans la profondeur des personnages, dans la narration, dans l'image. Parce qu'il y avait aussi le scénario de Pizzolatto, mais il y avait aussi la réalisation qui était extraordinaire. Et ça avait fait un peu la même impression que dans les romans policiers noirs, l'apparition des romans scandinaves. C'est-à-dire que True Detective, c'était devenu le nouveau modèle à suivre. C'était ça qu'on voulait. On pouvait faire ça pour raconter des films policiers. Il fallait faire ça. Après, le problème, c'est que les saisons 2 et 3 avaient été beaucoup moins bien réussies pour différentes raisons. Elles avaient été écrites plus vite, sans doute. Elles avaient donc moins de temps pour approfondir. Des répétitions, des thématiques moins fortes, un auteur tout simplement peut-être moins inspiré. Et True Detective était un peu rentré dans le rang. On s'était habitué. Il y avait effectivement, après, j'avoue que le modèle le modèle enquêteur traumatisé avec de très gros traumas et une histoire personnelle très compliquée, plus
petite communauté dysfonctionnelle et taiseuse. Depuis 15 ans, on en voit tous les ans plusieurs. Pas très réussi, mais c'est quand même tous les ans. Donc un modèle qui est quand même très, 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 très martelé. Et malgré tout, voilà, cette saison 4, pour moi, c'est une réussite. Parce que on a une ambiance assez unique. C'est l'Alaska, c'est la glace et le ciel, enfin le ciel noir, les étoiles et la glace, le danger de l'eau, de l'eau glacée sous la glace. Enfin, il y a vraiment des plans magnifiques. On a effectivement l'ambiance nocturne qui rend fou parce que effectivement qu'un jour de nuit, personne ne peut vivre ça tout à fait normalement. On a effectivement le même duo, mais le même duo d'enquêteurs également traumatisés effectivement par des histoires compliquées, mais au féminin ce coup-ci. Et on a une série qui ne fait que 6 épisodes. Et ça fait du bien parce que les saisons précédentes étaient trop longues, même la première était trop longue, on peut le dire, qui nous propose en plus une conclusion. Alors c'est très compliqué d'en parler sans spoiler, donc je vais vraiment essayer de ne pas spoiler, mais une conclusion qui m'a semblé tout à fait convaincante et réussie, bouclée pour une fois, et qui n'est pas dans souvent le danger des précédentes saisons, c'était un côté un peu abscon et allez-y, interprétez comme vous voulez. De toute façon, c'est vous qui faites l'histoire en vrai dans votre tête. Oui, alors en partie, hein, mais si on faut quand même essayer d'avoir du biscuit pour imaginer. Là, effectivement, on garde, il y a des pistes qui restent ouvertes. Et on ne saura pas tout à la fin, on peut le dire. Hein, on n'aura pas toute la réalité des faits, mais ça me paraît en tout cas beaucoup plus convaincant et clos et thématiquement cohérent, en tout cas, que les saisons précédentes. Et notamment parce que, effectivement, c'est une histoire de femmes, c'est une histoire de communauté de femmes, et ça, on le découvre petit à petit, mais ça devient très clair. C'est également une histoire de foi, parce que il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, c'est que True Detective, dans la saison 1, il y avait effectivement des éléments fantastiques, des symboles, etc., des rituels, et ça c'était resté toujours un peu, tout était resté un peu flou, et on les retrouve dans cette 4e saison. Il y a un signe qui est le signe de la spirale qui revient. Ce n'est pas forcément la meilleure idée de cette saison de se réapproprier à ce point-là la symbolique de la première saison. Elle aurait pu vivre sans. C'était plus un hommage qu'autre chose, je pense. Mais on reste par contre dans un rapport au fantastique. C'est-à-dire que on a vraiment une dimension fantastique au sens premier du terme fantastique, c'est-à-dire que on est incapable de savoir si c'est la réalité ou des éléments strictement surnaturels. Ça peut être dans la tête, c'est le Horla, hein, c'est le principe du Horla de Maupassant ou de choses ou de Prosper Mérimée, etc. C'est le fantastique où on a une explication ça peut être la folie de la personne qui voit les choses, ou ça peut être effectivement une explication strictement surnaturelle. Et la frontière, en fait, c'est à chaque personnage de la délimiter selon son rapport à la foi et au surnaturel, par rapport à son histoire, à l'histoire du peuple. Alors, c'est pas un peuple inuit, du coup, parce que on est en Alaska, du peuple autochtone. Ouais, on va dire des natives. Exactement. Donc, c'est chaque personnage vraiment a un rapport à la foi et au surnaturel et va expliquer ce qui se passe et le prendre en compte sur lui-même via ce prisme. Et le personnage de Jodie Foster est peut-être le personnage qui change le plus, qui s'ouvre le plus sur ce plan-là, qui est modifié par l'histoire le plus profondément. Et ce fait-là, le fait vraiment de parler vraiment de foi personnelle à travers un drame qui effectivement a une explication et trouve une conclusion, hein, pour moi c'est une vraie réussite. Et moi je sais que j'ai vécu les 2 derniers épisodes en me disant, alors on n'a pas toutes les réponses,
mais je préférerais presque que ce soit surnaturel, parce que le fait que ce soit humain et strictement humain, c'est encore plus atroce. Voilà. Et vraiment, voilà, cette ambiance-là, et effectivement, il y a plein de moments qui sont du carburant pour les cauchemars, hein, très clairement. Cette ambiance-là, le fait est que cauchemardesque et un certain réalisme dans le surnaturel, qui est pour moi une réussite. Oui, Issa Lopez dit il y a eu des débats sur évidemment le dernier épisode là en ce moment même aux États-Unis. Et elle dit vous pouvez lire la série et la fin de la série soit dans une perspective surnaturelle, soit dans une perspective humaine, ce que tu disais Benjamin. Et puis chacun se fera son opinion. Mais c'est vrai que la fin est pas frustrante. Il y a beaucoup de surnaturel. Alors Audrey, Benjamin a dit mystique. Il y a des éléments religieux. Le personnage de Kelly Reis dit Dieu est seul. Enfin là pour le coup on renoue un peu avec la mystique de la première saison. Et voilà, ça alimente aussi quelque chose dans cette enquête policière-là qui se fait à la fois avec des éléments humains, mais qui est quand même traversé par des apparitions, des morts. Bon, là, ça va peut-être plus loin que les autres saisons ne l'avaient fait, et je trouve que l'atmosphère, tu vas nous dire, mais voilà, cette atmosphère-là de longue nuit est propice à ce type de flirt avec le fantastique. Oui, pour moi, c'est plutôt ça. Moi, je trouve un peu à l'inverse de Benjamin, je trouve pas forcément que ce soit la partie la plus réussie dans le sens où elle sème beaucoup, beaucoup de signes. Et à la fin, la résolution ne les englobe pas tous. Moi, il y a des choses que j'ai pas. Alors bon, je vois bien la référence à la spirale, qui est un clin d'œil qui est sympathique, qui n'est pas forcément utile, mais qui est sympathique. Mais par contre, il y a cette histoire des oranges aussi qui apparaissent à droite et à gauche. Il y a des choses qui me paraissent, des points qui ne me paraissent pas tous liés entre eux à la fin. Et ça, on en voit de plus en plus des séries qui se vautrent un tout petit peu. Alors, c'est méchant parce que True Detective ne se vautre pas, mais qui vont aller un petit peu trop loin dans tous les signes qui vont disséminer à droite à gauche et qui ne vont pas réussir finalement à conclure de façon convaincante. Mais ce que j'aime bien, et ça c'était vraiment vraiment le génie du personnage de Matthew McConaughey, c'était que tous ces éléments fantastiques étaient quand même extrêmement liés à son expérience de la drogue, qui irrigue toute cette saison 1 de True Detective. Là, il y a cette longue nuit qui a un effet sur le cerveau humain, ça c'est évident. Et il y a aussi une superposition dans le personnage de Kelly Reis avec la maladie mentale. Sa mère était schizophrène. Sa sœur, elle s'occupe de sa sœur qui a aussi des crises de maniaco-dépressives. Enfin bon, on sent qu'il y a une histoire de maladie mentale dans la famille et que elle-même, parfois, le personnage de Kelly Reis, de temps en temps, elle se demande si elle-même n'est pas en proie. Est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle a des hallucinations? Est-ce qu'il se passe vraiment des choses surnaturelles autour d'elle? Ou est-ce que c'est simplement la maladie qui est en train de gagner du terrain chez elle? Donc ça, c'est intéressant. Ce que j'aime bien dans ça, c'est que ça montre que les personnages sont extrêmement perméables à leur territoire et à la communauté dans laquelle ils vivent. Ça, je trouve ça tout à fait intéressant. C'est aussi ce qui rapproche un petit peu la série de Twin Peaks, enfin de l'atmosphère de Twin Peaks. Ça rapproche aussi vous savez, toute cette histoire des petites villes des États-Unis comme La Matrice du Mal, tout ce qu'on voit chez Stephen King, par exemple. Tout ça raccroche vraiment True Detective à cette généalogie-là, qui est une généalogie très américaine, que moi je trouve absolument passionnante et qui donne parfois des séries extrêmement réussies, comme True Detective, la première saison, et puis celle-là. On va rester sur les petites villes et la neige avec la 5e année, la 5e saison d'une série qui s'appelle Fargo, qui est aussi une série anthologique de la chaîne FX dont le showrunner est Noah Hawley. C'est Benjamin qui va nous présenter cette toute dernière saison de Fargo. Ben oui, on retrouve le nord des États-Unis, on retrouve le Minnesota, il me semble, et le Dakota du Nord. C'est bientôt Halloween. Et 2 hommes de main, mystérieux, cagoulés, s'introduisent chez une famille apparemment sans histoire, dans le but de kidnapper la mère de famille, Dorothy, interprétée par Juno Temple, qui est extraordinaire, au passage. Ces hommes de main découvrent vite que ça ne va pas être si simple, parce que Dorothy, en fait, se révèle avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ressources que prévu pour se défendre. En tout cas, beaucoup trop pour une mère au foyer telle qu'il l'attendait. Et on le comprend vite, Dorothy n'a pas toujours été une mère au foyer comme les autres et cherche à garder cachée une partie de son passé. Et alors, d'où viennent les kidnappeurs?
on découvre vite qu'ils ont été envoyés par un shérif, le shérif Roy, un shérif constitutionnel. C'est quelque chose qui existe, qui est peu connu en France pour le coup, mais qui existe aux USA. On pourra en reparler, qui a juré de remettre la main sur Dorothy et qui a fait l'erreur pour cela de faire appel à un tueur qui n'a rien d'ordinaire non plus, puisque c'est un tueur qui vient du pays de Galles et qui est âgé de plus de 500 ans. Et voilà, début de 8 épisodes, c'est 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus, 8 épisodes qui sont le plus grand plaisir de spectateur que j'ai eu en ce début d'année. Alors, il faut nous dire, qu'est-ce qu'un shérif constitutionnel ? Alors, le shérif constitutionnel, c'est un shérif élu sur un certain territoire par ses administrés et qui dispose de droits plus ou moins étendus, indépendamment du pouvoir fédéral, plus ou moins indépendamment toujours, mais qui a tendance à prendre de grandes libertés. C'est un concept très libertarien, en fait, qui n'aurait pas de sens en France, mais qui existe bel et bien aux USA. Et effectivement qui résonne énormément avec la situation des USA post-Trump, puisque la série se déroule en 2019. Et effectivement, le shérif Roy, qui est le personnage le plus négatif de la saison, qui n'a absolument rien qui n'a aucun point positif, est vraiment un libertarien convaincu en plus d'un cinglé absolu. Et il est joué par John Hamm, qui était le Don Draper de Mad Men. Alors Audrey, c'est dans le personnage de Juno Temple le retour de la badass, la Girls with Guns. Oui, alors moi j'avais un peu laissé tomber cette franchise depuis un moment. Autant je suis très fan du film des frères Cohen, autant les déclinaisons. Mais j'ai trouvé très inégal et je retrouvais pas forcément l'esprit du film. En tout cas, Noah Hawley a toujours un tout petit peu de mal à m'attraper, quoi. Là, en revanche, dans cette saison 5, un peu comme tout le monde, j'y suis revenue, mais alors avec un plaisir dingue. Et ça tient beaucoup à Juno Temple, qui est une actrice fantastique, quoi, que partout où elle passe, il y a quelque chose qui s'allume. Dans toutes les séries où elle passe, il y a quelque chose qui s'allume. Donc, on la connaît évidemment pour Ted Lasso, mais c'est pas forcément d'ailleurs son meilleur rôle. Mais je sais pas, sous le nom d'elle, dans The Offer, la série sur la jeunesse du parrain, elle était formidable. Et puis voilà, c'est une actrice qui tourne beaucoup. Elle est britannique, à la base, elle n'est pas du tout américaine, mais elle a cette capacité comme ça à se glisser à peu près n'importe où et à tout de suite apporter quelque chose de, je sais pas, d'à la fois cérébral et extrêmement terrien dans tout ce qu'elle fait. Et là, ce que j'aime dans son personnage, c'est que c'est une femme badass, mais un peu malgré elle. C'est là où ces personnages de femmes fortes sont un peu écrits à la chaîne aujourd'hui. Il y en a un peu partout. Et s'il n'y en a pas, le scénario est retoqué pour anti-wokisme. Là, elle l'est malgré elle. Donc, c'est une mère de famille qui vraiment ne demande rien à personne à part à rester dans sa cuisine pour faire des pancakes à son mari et à sa fille. Et là, tout à coup, elle se retrouve aux prises avec son passé et bien obligée de s'en dépêtrer parce qu'elle n'a plus du tout l'intention de retourner dans les griffes de son ex-mari, donc cette espèce de fou furieux masculiniste incarné par John Hamm qui n'arrive pas vraiment à se défaire de son personnage de Mad Men, finalement. Il le traîne un petit peu comme un boulet partout où il va. Et donc, Juno Temple, c'est un micro-format, quoi. Elle doit faire 1m55 et 40 kilos. Elle est microscopique, extrêmement fine, et pourtant, elle déploie vraiment des trésors d'ingéniosité, et ça participe beaucoup de l'humour de la saison qui serait, je pense, beaucoup trop pesante, beaucoup trop lourde, beaucoup trop avec un esprit de sérieux un peu trop prononcé s'il n'y avait pas cet humour-là. Et c'est probablement elle qui nous permet d'aller jusqu'au bout de la saison, qui est un tout petit peu longue, parce que je viens de vérifier, c'est 10 épisodes. C'est 10 épisodes de quasiment 1 heure. Oui, je sais, Benjamin en prendrait bien 10 supplémentaires, mais c'est quand même un tout petit peu long pour raconter cette histoire-là. Donc voilà ce que j'ai aimé. Et à part ça, je trouve qu'il y a un retour aux sources aussi, par rapport à l'esprit des frères Cohen, ne serait-ce qu'à travers l'humour, et puis à travers toutes les références. C'est quasiment du plan par plan. Dans chaque plan, il y a une référence à certains films, à toute la filmographie des frères Cohen. Ce personnage de tueur en série, la coupe au bol, qui a 500 ans, c'est évidemment le personnage de Javier Bardem dans No Country for Old Men. Voilà, tout est comme ça. Il y a beaucoup de clins d'œil. Au niveau de la réalisation, ça fait un peu ringard et je pense que c'est fait exprès. Mais c'est bourré de petites trouvailles. Les personnages secondaires sont super. Les hommes en prennent très cher et finalement, c'est vraiment par les femmes
que la série va trouver sa conclusion. Donc, je saurais pas vous dire pourquoi ça m'a plu, mais en tout cas, je retrouve un ADN. L'ADN comme ça de la petite ville, encore une fois américaine, dans laquelle se fomente le mal, où il y a un affrontement quasiment chrétien, vous savez, entre le bien et le mal, très 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 manichéen. Moi, j'y retrouve vraiment toute cette malice-là, et ça fait un spectacle très 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 divertissant. Benjamin, retour aux sources aussi, à la fois à l'esprit des frères Cohen et peut-être à la toute première saison de Fargo avec Martin Freeman et Billy Bob Thornton, dans le côté un peu absurde, personnages perdus, grand guignolesque, scène d'action un peu faux folle avec des objets improbables, etc. C'est ça qui se joue aussi un peu dans le plaisir, hein, que décrivait Audrey, qu'on a dans cette série. Oui, effectivement, c'est un retour en grâce et c'est une des forces de la saison. Un des plaisirs de la saison, c'est que c'est le retour en grâce après une saison 4 qui était relativement ratée, parce que trop ambitieuse, trop foutraque, n'atteignait pas ses objectifs. Et c'est un retour à une certaine clarté, à des enjeux simples, un plaisir de spectateur simple, avec quand même, par rapport aux frères Cohen, une perte de l'ambiguïté morale. C'est-à-dire que c'est la première saison de Fargo où les deux personnages principaux, en tout cas, les deux adversaires, c'est-à-dire Dorothy et le shérif Roy, sont éthiquement totalement, enfin moralement très marqués, c'est-à-dire on sait tout de suite qu'on va être du côté de l'un et contre l'autre, et ne changent pas, et ne sont pas, et il n'y a pas de glissement, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a aucun gris dans ces personnages. Ça va se retrouver heureusement ces éléments-là dans des personnages secondaires qui eux ont des arcs d'évolution, de rédemption. Je pense bien sûr au meurtre, enfin au tueur centenaire, mais aussi à la belle-mère dont on n'a pas encore parlé, la belle-mère de Dorothy, la belle-mère de son nouveau mariage, qui est une chef d'entreprise de conservatrice absolument inhumaine au départ, et qui, elle, pour le coup, connaît une évolution. Mais en tout cas, on a vraiment un plaisir simple c'est le chat et la souris, et c'est un Tom et Jerry, et ce qu'on aime dans Tom et Jerry, c'est quand la souris se retourne, prend un marteau et tape sur le chat. On a ça, c'est vraiment le principe de base. Et du coup, on perd un peu du cynisme ironique des frères Cohen aussi, et voilà. Mais justement, c'est une saison qui a une force thématique et une force mécanique extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment, elle est cohérente de la première image. La première image, c'est la définition de ce qu'ils appellent le Minnesota Nice, c'est-à-dire la façon de faire semblant d'être heureux et très très poli, un peu trop poli, et même quand ça va pas bien du tout. Et c'est un thème qui va jusqu'à la dernière scène dont je ne parlerai pas. Elle est formidable. Elle est formidable, mais là, pour le coup, il faut vraiment la laisser découvrir. Et donc il y a ça, il y a vraiment ça. Il y a des thématiques très fortes. Il y a une thématique féminine, effectivement. Il y a plusieurs types de figures féminines fortes, et c'est des figures qui ne fonctionnent jamais mieux que lorsqu'elles arrivent à fonctionner ensemble. C'est-à-dire que on a une puissance individuelle presque surnaturelle. C'est Dorothy, alors parce que bon, elle est très 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 forte, mais elle est tellement forte que on a quasiment du mal à y croire en vrai, hein, à tout ce qu'elle fait. Donc il y a quelque chose, une intelligence pratique qui est Dorothy, en plus d'un pouvoir d'amour et de dépassement, en fait, de résilience. Voilà, elle a un vrai pouvoir de résilience. Il y a ce pouvoir-là. Il y a le pouvoir, sa belle-mère, qui propose aussi une autre forme de pouvoir féminin, qui est effectivement le pouvoir de la réussite, de l'argent, de l'entreprise, même si c'est déshumanisé. Et il y a également un troisième personnage de femme, qui est le personnage de la flic, qui est pour le coup très les pieds sur terre, comme toujours dans les flics de base, dans Fargo, c'est eux qui ont le bon sens.
et qui joue un rôle très important quand elle vient révéler en fait révéler les facettes de personnalité, les facettes de l'histoire. Et les choses avancent quand ces femmes se rencontrent et s'aident. Voilà. Et ça, c'est formidable de bout en bout. Et le deuxième thème dont je voudrais juste parler, parce que c'est un thème qui est, pour moi, qui est vraiment marquant, c'est une thématique de la dette. Et c'est quasiment Fargo, cette saison explique que l'idée de la dette, ça devient le fondement de la société américaine. Et le rachat de la dette est une voie de rédemption pour l'être humain. Et ce qui est dit très clairement, c'est que prendre conscience de la réalité de la dette, qu'on a tous une dette envers quelqu'un, quelque chose, c'est en accepter la responsabilité. Et à partir du moment où on a la responsabilité de la dette et qu'on arrive effectivement à la négocier, on peut s'en sortir. Le seul personnage qui refuse totalement toute idée de responsabilité et de dette, c'est le shérif Roy. Et il y a une réplique extraordinaire où entre le shérif Roy et le personnage de la belle-mère de Dorothy qui se rencontrent, et la belle-mère Dorothy lui comprend ce qu'est ce personnage de shérif libertarien. Il lui dit, mais en fait, elle lui dit, vous voulez la vérité, vous voulez la liberté, vous voulez être libre sans responsabilité. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une personne sur Terre qui peut avoir la liberté sans responsabilité. Le shérif fait, bah oui, le président. Et elle lui répond, non, c'est un bébé, en fait. Là, vous êtes en train de vous battre pour le droit d'être un bébé. Et voilà. Et cette thématique de la responsabilité de la dette, c'est une thématique qui va jusqu'au dernier plan également, et qui irrigue toute la saison. Et voilà, qui en fait une saison passionnante, en plus d'un plaisir de spectateur simple. 5e et dernière série pour aujourd'hui. On avait dit que le programme allait être copieux. Mr. and Mrs. Smith. Alors après Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires, voici John et Jane, les espions qui explorent ce champ de bataille qu'est le couple. Série produite par Amazon et MGM de Francesca Sloane et Donald Glover qui interprètent John Smith aux côtés de Maya Erskine et de quelques caméos, voire plus que des caméos assez marquants. Alors on connaissait le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, mais il y avait eu une première série de CBS en 96 en fait, dont cette série-là est le remake sur le même thème avec Scott Bakula et Maria Bello qui n'avait pas très bien marché. Et puis encore avant, avec le même titre en 1941. Une comédie, il en a pas fait beaucoup, signé Hitchcock sur un couple qui découvrait qu'il n'était pas légalement marié. Voilà, c'était les comédies de remariage, mais il n'y avait pas la dimension espionnage. Voilà, parce que ici la série d'Amazon est un peu hybride. Hein. On va évoquer, voilà, toutes les séries qu'on évoque jouent un peu sur leur propre code. Elle est à la fois comédie romantique et puis série d'espionnage, mais sans relever complètement non plus de ces deux genres, ce qui peut être un petit peu déstabilisant. Alors, je ne sais pas si ce sont les plans aériens sur le lac de Côme ou bien le duo Erskine-Glover, mais un charme certain se dégage de cette série. Audrey, peut-être ? Ah, ils sont très sexy tous les deux, oui, ça c'est sûr. C'était ça. Ah oui. Oui, ils sont sexy, mais d'une façon plus qui les coupe un peu moins des autres que Brad Pitt et Angelina Jolie. Hein. Et d'ailleurs, il y a une espèce de prologue au début du premier épisode que moi j'avais pas tout à fait compris à la première vision, et qu'en fait je viens de comprendre alors que j'ai déjà vu toute la saison depuis un moment. Ce prologue, on voit un couple qui est absolument magnifique. Hein. Je crois que lui, il est joué par Alexander Skarsgård, et elle, c'est une actrice dont le nom m'échappe bien évidemment, mais qu'on va retrouver bientôt sur Netflix dans Le problème à 3 corps, qui est une femme extrêmement belle. Et on voit que ce couple est probablement un couple de Smith, eux aussi, et ils se font canarder avec une violence monstrueuse dans les premières minutes de l'épisode, et on ne comprend pas pourquoi ces personnages ne vont jamais revenir à l'écran. Et je me suis dit, bon, ce que vont nous raconter les épisodes suivants, c'est comment on en est arrivé là. Probablement que notre couple de Smith a quelque chose à voir avec la mise à mort de ce couple de Smith. Et en fait, pas du tout. J'ai l'impression que c'est cette série qui vient de tuer le film. C'est-à-dire qui vient de tuer l'héritage du film. Brad Pitt et Angelina Jolie en disant, écoutez, on va faire totalement autre chose. On va vous montrer totalement autre chose. Et
la série prend en fait le contre-pied du film. Dans le film, on voyait un homme et une femme tomber amoureux, se marier pour découvrir qu'ils exerçaient le même métier de tueur à gages et découvrir par-dessus le marché qu'ils sont chargés l'un et l'autre par leurs patrons respectifs de s'entretuer. La série fait tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est un couple de façade, deux personnes. Alors elle a échoué au test de la CIA, lui c'est un ancien militaire. Ils sont contactés par une espèce de société un peu secrète qui s'appelle The Company, qui ne leur parle qu'à travers un dispositif numérique, à travers un chat, et qui va les marier pour de faux, les faire vivre dans un magnifique appartement de New York et leur confier des missions qui sont complètement incompréhensibles. C'est-à-dire livrer un gâteau qui va finir par exploser, enlever une personne, on ne sait pas pourquoi, mettre à mort telle autre personne, on n'a aucune idée pourquoi non plus. Et ce que nous raconte la série, en fait, c'est pas du tout une histoire d'espionnage, mais c'est véritablement un couple qui va traverser toutes les étapes d'un couple. Donc, les premières vacances ensemble, le premier encart avec un autre couple, s'occuper alors d'un homme qu'ils ont kidnappé, qui est un peu leur enfant putatif, la discussion, est-ce qu'on va avoir un enfant ou pas. Donc, voilà, de fil en aiguille, on va voir ce couple se construire, l'infidélité aussi, attention, épisode très très important, et autour de ces petites missions un peu absurdes qui sont mises en scène à travers des guest stars qui sont assez intéressantes. Il y a Paul Dano qui joue le rôle du voisin, il y a Ron Perlman, il y a Parker Posey, il y a Sharon Horgan aussi dans un épisode. Voilà, donc ça c'est des petits biscuits qui nous donnent envie. Il y a Sarah Paulson. Il y a Sarah Paulson, Michaela Coel. La psy de couple, Michaela Coel aussi dans un super rôle de maîtresse soupçonnée. Et donc ça c'est des petits jalons, des petits sucres qui nous permettent d'aller d'épisode en épisode jusqu'à une résolution qui est assez cryptique. Mais pour être honnête, je pensais que la série allait nous montrer beaucoup plus que ça. Allait nous montrer beaucoup plus qu'un couple qui traverse des étapes, qui a du mal à s'aimer, qui rencontre des problèmes, je pensais qu'il y avait un loup quelque part. Je me suis dit, ça va trop vite, ils tombent amoureux de façon trop évidente, va y avoir un moment où l'un va se retourner contre l'autre. Je sais pas, je m'attendais à une complexité, à quelque chose d'un peu plus retors que ce que c'est. Et finalement, le côté comédie romantique finit par l'emporter et je trouve pas ça désagréable parce qu'il nous est servi de façon tellement dynamique, tellement malicieuse, avec tellement de charme et ces deux personnages sont tellement sympathiques et tellement mignons que moi je les aime. Voilà, je les aime. On s'éloigne effectivement du film. J'aime bien ton analyse sur la première séquence qui tue le film. Le film avait une espèce de légère antipathie qui était peut-être liée au personnage un peu robotique de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Et puis il y avait une espèce de débauche de violence excessive avec des hélicoptères, ça tirait de partout. Là, ça canarde un peu sur le dernier épisode, mais pas tant que ça. Bon, c'est une entrée possible aussi, Benjamin, c'est-à-dire on va essayer de marier l'action. Il y en a un peu dans les premiers épisodes, mais quand même, ce que disait Audrey, la comédie romantique prend le pas. Comment ça a fonctionné pour toi, cette conjugaison des deux genres finalement assez différents? Alors pour moi, ça a fonctionné avec réserve, mais ça a fonctionné. Et pour moi, c'était vraiment ça en fait. C'est l'histoire d'une collision entre le dispositif des films d'action, d'espionnage, avec effectivement les commanditaires inconnus, enfin on parle juste à la distance, c'est très très déshumanisé par exemple, des choses comme ça, et les explosions de violence parfois, parce qu'il y a quand même des scènes d'action de temps en temps, mais qui effectivement donc il y a vraiment on a l'impression qu'on prend cette histoire qui se voudrait une histoire d'espionnage, mais on lui colle la réalité des rapports humains et amoureux. Les choses qui sont pas dans les James Bond en vrai, parce que ça se passe pas comme ça dans la vie en fait. Les relations entre les gens, ça se passe pas comme dans les James Bond ou dans Mission Impossible. Et on regarde ce que ça donne. Et ça marche pour moi parce que c'est surtout grâce au charme du duo en fait, parce que leur alchimie est parfaite. Alors il faut savoir que l'actrice c'est un deuxième choix entre guillemets, puisque c'était Phoebe Waller-Bridge.
Ouais, de Fleabag, qui a longtemps travaillé, qui était longtemps prévu pour jouer ce rôle. Il y a eu des désaccords créatifs. Je pense que Donald Glover est quelqu'un qui a vraiment des idées très arrêtées sur ce qu'il veut faire et que Phoebe Waller-Bridge a des idées très arrêtées sur ce qu'elle veut faire, et du coup ça n'a pas dû marcher aussi bien que ça. C'était finalement le couple de scénaristes ou d'acteurs pressentis qui était explosif lui-même, ça aurait fait peut-être trop pour la série. En tout cas, ça s'est révélé incompatible. Mais Maya Erskine, qui a repris le rôle de Madame Smith, est absolument parfaite. Et toutes les scènes de comédie romantique, entre guillemets, prises une par une, sont excellentes. Il y a les scènes où ils essayent d'expliquer à leur thérapeute leurs problèmes au travail, en se faisant passer pour des programmeurs, des ingénieurs informaticiens programmeurs, et en transposant tout, en transposant leur vie dangereuse en querelle professionnelle. C'est hilarant, et c'est à la fois hilarant et très mignon. Et c'est comme ça tout le temps. Mais il y a aussi la partie espionnage, et en fait la partie espionnage, elle est importante parce que leur couple, il est perdu d'avance finalement. Et il y a un côté tragique qui fait que ils sont pas censés être tombés amoureux, ils sont pas censés se dire ça, ils sont pas censés parler comme ils se parlent. On voit dès le premier générique ce qui peut se passer pour eux si ça tourne mal. Et on a ce mélange, entre les attentes prises à rebours des amateurs de films d'action. C'est pas un film d'action parce que l'enjeu c'est les relations entre les héros, c'est pas du tout l'intrigue d'espionnage. Donc on prend à rebours ces attentes-là, mais on a aussi une prise à rebours des amateurs de comédie romantique qui finissent bien, puisque c'est tellement compliqué dans ce contexte-là d'être amoureux et de pouvoir avoir un dialogue amoureux, un dialogue humain, des relations humaines en fait, des relations humaines normales, qu'on voit bien à quel point la relation du personnage de Monsieur Smith, Donald Glover avec sa mère par exemple, elle semble totalement irréelle dans le contexte. Et on comprend même pas comment c'est possible en fait qu'un agent secret de ce type puisse avoir une relation normale avec sa mère. Voilà. Et donc il y a une sorte de distanciation comme ça continuelle qui fait qu'on est décalé par rapport à toutes nos attentes tout le temps. Et ça peut accrocher, comme ça peut aussi rebuter en fait, parce qu'on peut se dire je suis pas venu pour voir ni ça, ni la partie amour tragique, ni la partie espionnage plus ou moins nébuleuse, parce que c'est ça en fait. Donc le côté ironique et distancié peut rebuter, je pense. Moi j'y ai accroché parce que je trouvais le dispositif très intéressant. Justement la collision, ça me passionnait de voir ça se passer devant moi, la collision des deux univers, et parce que le charme absolu des deux personnages également, qui jouent énormément. Il faut un spectateur un peu ouvert pour accepter la collision des deux genres. Il faut vraiment arriver avec un esprit ouvert, et comme pour la précédente série de Donald Glover qui était Atlanta, qui part effectivement d'une idée assez simple de peinture du monde du rap à Atlanta. Ce serait le point de départ si vraiment on voulait en donner un, et qui part vraiment, vraiment, vraiment très très loin, beaucoup plus loin que Monsieur et Madame Smith, qui reste un peu corseté. Atlanta est une série vraiment majeure pour moi, mais totalement surréaliste et totalement libre. Audrey, effectivement, on sent la patte de Donald Glover qui avait fait Atlanta, c'est-à-dire ce que vient d'en dire Benjamin, une série poétique, suspendue, un peu étrange, enfin voilà, qui à la fois avait une part de réalisme et avait une part de poésie très forte. On retrouve cette patte et ce personnage, ces personnages un petit peu flottants dans Mr. and Mrs. Smith. Ah oui, complètement. Pour moi, la parenté, elle est évidente. Elle est d'autant plus évidente que la personne qui a remplacé Phoebe Waller-Bridge, qui devait coécrire la série, elle ne devait pas simplement jouer, mais elle devait coécrire la série, c'est Francesca Sloane. Et Francesca Sloane, c'est une très bonne amie de Donald Glover, et elle était scénariste sur Atlanta. Donc là, on a une double
parentalité de Mr. et Mrs. Smith par rapport à Atlanta. Oui, moi c'est ce qui fait l'intérêt de la série aussi, c'est-à-dire qu'il y a c'est Hiro Murai qui était également un des réalisateurs d'Atlanta, il fait partie de la bande. Il a réalisé plusieurs épisodes, pas tous les épisodes je crois, mais au moins 4 ou 5, et on sent vraiment la même façon de désaxer un petit peu les situations, d'aller chercher l'étrangeté, de laisser parfois des petits blancs, de la gêne s'installer, et qu'est-ce qui est en train de se jouer. On ne sait jamais trop où se situe l'enjeu dans la scène. Les enjeux sont faibles et en plus ils sont un peu insaisissables, comme souvent dans les épisodes d'Atlanta. On se demande, on voit quelque chose de fascinant se passer sous nos yeux, mais on n'a absolument aucune idée de ce qui est en train de se jouer devant nous et de comment ça va se terminer. Donc là, les enjeux sont faibles parce que c'est une comédie romantique qui va un petit peu au pas de course et qui n'a pas forcément énormément de profondeur, et ça, je pense que c'est tout à fait exprès. Et le seul enjeu, vous savez, c'est un petit peu comme la chanson de Clara Luciani, c'est qui va tuer l'autre le premier, quoi, qui va dévorer lequel des deux va dévorer l'autre le premier. Et c'est vraiment juste à ça que je pensais, c'est qu'il y en a un des deux, à un moment, qui va se retourner, un des deux qui va vouloir sortir du jeu, et ça va se terminer comme ça. Spoiler, ça ne se termine pas comme ça. Mais en tout cas, pour moi, cette mise en scène de l'ironie, de la distance, du décalage, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de la série. Je pense qu'entre les mains de quelqu'un d'autre, y compris d'un autre réalisateur, ça aurait beaucoup moins bien marché, je pense. Merci à tous les deux. Je rappelle que nous avons évoqué dans ce numéro d'intersaison The Crown saison 6, Sambre, True Detective Night Country qui est la 4e saison, Fargo 5e saison, ça s'accumule dans les séries, Mr. and Mrs. Smith. On se retrouve très bientôt pour un 16e numéro d'intersaison. Merci à tous les deux et à bientôt. À bientôt. À bientôt.